bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Pas de problème. Je vais d'ailleurs nous présenter parce que mon épouse, que j'appellerai dorénavant Michel dans ce que je vais dire, avec laquelle j'ai fait équipe pendant pas mal d'années, au moins concernant cet établissement, m'a beaucoup aidé. Elle est entrée dans l'établissement en 1975, elle y est restée jusqu'en 2006, c'est-à-dire 31 ans. Moi, je suis rentré 10 ans après elle, en 1985, et j'en suis parti en 2007, ce qui fait à nous deux 53 ans de vie de cet établissement. Comme elle était enseignante en lettres, histoire, et moi en maths sciences, on recouvrait des aspects différents de l'enseignement, bien qu'en étant en enseignement général. Donc, avant d'arriver, je connaissais les tenants, les aboutissants et même les acteurs de l'établissement avant que je n'y sois moi-même. J'étais venu lors de quelques cérémonies, donc j'ai fait connaissance physiquement avec les personnes, mais donc j'avais une idée générale de ce qui se passait. Que dire encore? Je vais me présenter maintenant plus personnellement. Donc je suis un ancien élève de l'enseignement technique, le lycée Colbert à Tourcoing, ce qui va me servir en étant au lycée professionnel. Nous avons, Michel et moi, été pendant 5 années en Algérie, dans le cadre de la coopération, moi d'abord comme volontaire du service national, et elle comme coopérante civile, comme on disait. Donc cette expérience algérienne, pourquoi j'y suis allé, pourquoi j'ai demandé, parce que j'avais tellement entendu parler de l'Algérie étant adolescent, enfant et adolescent, que je voulais voir un peu ce dont il s'agissait. Et pour y aller, être enseignant, c'était la voie, et finalement je suis resté enseignant. Et donc cette période de 5 ans qui n'a pas été toujours de tout repos, hein, on a vécu en 73 une manifestation par exemple anti-coopérant, anti-européen on peut dire, qui était assez éprouvante. Et voilà, donc ça n'a pas été de tout repos par certains côtés. Et cette expérience, évidemment, me sera très utile, nous sera très utile, parce que finalement, dans notre vie d'enseignant, 90% du temps, on était en milieu, entre guillemets, musulman, vu que ici, dans l'établissement, 80% des élèves étaient d'origine étrangère, et dans ces par leurs parents, ou directement. Et dans ces 80%, 80% étaient d'origine algérienne. Donc on se trouvait un peu en pays de connaissance. Donc ça a facilité beaucoup de choses. Ensuite, pour préciser un peu le profil du personnage, ou du couple, du duo, on va dire, du binôme que l'on formait, Michel et moi, nous avons été, moi plus militant, membre de l'Institut coopératif de l'école moderne, pédagogie Freinet. Avec ceci de particulier, c'est que c'est un organisme qui était très actif et plutôt centré sur l'école primaire. Et donc, dans le second degré, c'était pas si facile que ça d'adapter les principes de l'école moderne. Passons, mais enfin, on était fortement imprégnés de cette philosophie. Pour en résumer, on est dans la pédagogie Freinet plus, mais 1000 fois plus, tourné vers la coopération entre les individus qu'entre l'émulation et pire encore, la concurrence. Après, c'est un chapitre sur lequel on reviendra au niveau de cette... J'en parle après. Autre chose, j'ai été animateur de l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques
de l'académie, enfin de l'île 1 de l'université de sciences pendant 7 ans, ce qui m'a aussi apporté beaucoup. Mais ce qui veut dire aussi que j'ai été admis parce que j'avais sans doute des qualités. Ensuite, pour terminer un peu le profil, j'ai été militant syndical, militant politique et président fondateur d'un conseil de parents d'élèves du collège. Et puis même à l'école primaire, on était fortement impliqués comme parents d'élèves. Donc le monde de l'école, on connaît de A à Z, et j'ai beaucoup appris d'ailleurs avec les enseignants du premier degré avec qui on travaillait dans le cadre de la pédagogie freinée. Voilà pour nous présenter. Et donc, quelques détails supplémentaires, vous avez commencé votre carrière de professeur Alors j'ai commencé donc ma carrière de professeur en 69 de façon à étayer mon dossier pour devenir enseignant coopérant entre guillemets militaire et demander l'Algérie. En fait, ce n'était pas forcément utile parce que la demande de l'Algérie comme pour être coopérant était peu demandée, donc j'aurais été admis tout de suite. Mais enfin, ça nous a fait une expérience. Michel et moi, on a enseigné 1 an avant de partir. Voilà. D'accord. Donc là, si on arrive après tous ces éléments, retour en métropole. Donc je serai surveillant pendant 1 an parce que je ne suis pas titulaire et je n'ai pas de poste. Et ayant été oublié par le temps, par les services académiques, j'obtiens un poste de surveillant qui me permet de préparer le concours de professeur de collège d'enseignement technique à l'époque. Et donc 2 années de formation dans ce qu'on appelait l'EANENA. 2 années, je précise que par rapport à ce qui se passe actuellement, ça peut paraître du luxe, mais c'était très très important, quoi. Et puis après, je me retrouve à Wattrelos, donc pas trop loin d'ici, dans un ensemble lycée d'enseignement général, on va dire, collège, avec un collège aussi, et quelques sections hébergées dans les préfabriqués en particulier, de lycée professionnel. Je précise, j'en profite pour le préciser, pour expliquer aux gens comment nos élèves étaient considérés. Donc j'arrive dans cet univers où de la 6e à la terminale, ce sont les âges des élèves qui s'étagent, et en particulier pour le passage à la cantine. Et donc au moment où j'arrive, un panneau indiquait cet ordre de passage, qui n'était plus valable parce qu'on avait fait 2 services. L'établissement avait grandi en effectif et il avait fallu 2 services, et donc cet ordre ne correspondait plus à ce qui se passait, mais avait fonctionné. C'est-à-dire qu'on voyait les élèves prioritaires, c'était les terminales de bac. Il n'y avait pas de bac professionnel à l'époque. Première, seconde, 3e, tout le collège qui défilait jusqu'à la 6e, et après seulement, venaient les terminales CAP, seconde année CAP et première année CAP, alors que les terminales CAP avaient l'âge des terminales bac. Donc les élèves, objectivement, ça signifiait qu'un élève de lycée du technique, du professionnel, était un mineur, était secondaire dans la société. Et d'ailleurs, je me rappelle une anecdote, c'est que un jour je passe à la cantine et une parente d'élève, conseillère municipale, qui était là pour cette occasion-là, elle découvrait une élève qui était en stage, une élève d'une section particulière, parce qu'on ne faisait pas beaucoup de stages à l'époque, et elle était au service à la cantine, quoi, au self. Et elle avait eu une remarque vraiment, je ne me souviens plus trop laquelle, mais c'était vraiment
déconsidérant pour l'élève qui était au service des autres élèves, etc. Enfin bref, passons. Donc on était dans un monde vraiment où on inculquait finalement une sous-condition. J'ai réfléchi à ce domaine. Je crois que ça nous vient de l'héritage gréco-latin où Platon considérait les artisans, ceux qui touchaient la matière, comme des êtres impurs. Ils arrivaient juste avant les esclaves. Et je crois que ça, contrairement aux anglo-saxons, aux allemands, voire aux belges, c'est resté chez nous que celui qui touche la matière d'une manière générale et qui met les mains dans le cambouis, dans le concret, est un être inférieur. Ici, ce matin, dans le journal, donc on est le 6 mars, dans le Monde, il y a un article d'une présidente du Conseil de l'enseignement, je ne sais, le Conseil supérieur de l'enseignement, etc., qui n'oublions pas l'enseignement professionnel, nous dit-elle dans son article, ce qui montre bien que on a beau le dire et le répéter, on reste dans l'enseignement professionnel une voie particulière. Mais on y reviendra. Donc, je passe à un autre chapitre. J'arrive dans l'établissement en 85. Avec la connaissance de 10 ans d'expérience de votre femme déjà. Voilà. Donc, j'arrive à un moment où il faut dépeindre ce qui se passe. On est dans une situation très critique. On arrive dans une situation très critique parce que un proviseur, constatant que plusieurs problèmes de bâtiments se posent, les toitures, le chauffage, je passe sur certains autres gros détails, comme l'absence de toilettes modernes, on va dire, dans un rapport, signale que l'établissement est vétuste et inadapté. Et donc, la communauté urbaine, qui est propriétaire des lieux à cette époque-là, elle a pris la place de la municipalité, de la ville de Roubaix, annonce que l'établissement va fermer en 1985, juste au moment où j'arrive, ou je ne sais pas encore que je vais arriver, vu qu'on est en 82 à ce moment-là. Et donc, on est dans cette situation très critique. Alors, un comité de défense arrive, se met face à cette décision et obtient un sursis, en quelque sorte, et quelques travaux. Donc, le chauffage qui était au charbon, chaudière charbon, passe au gaz, ce qui est beaucoup plus pratique pour le fonctionnement de l'établissement, et beaucoup plus économique en énergie. Les toitures sont refaites, et la dalle de l'atelier de mécanique, qui est l'entrée actuelle de l'établissement, est refaite, parce que ça n'était plus aux normes. Mais ça n'augure rien de la pérennité de l'établissement, finalement. Enfin. Et donc j'arrive sur ces entrefaites en 85, et amoureux des vieilles pierres, peut-être, et plus certainement décidé à faire en sorte que les élèves et le personnel aient une vie quotidienne normale, en quelque sorte, dans des conditions respectables, vont faire que on va travailler, parce que je serai animateur d'équipes successives, on va travailler pour obtenir les moyens de nos missions, pour obtenir un établissement digne de ce nom. Je prends un exemple. À un moment donné, les collègues d'éducation physique et sport, qui travaillaient entre autres dans un grenier avec un plancher dans lequel il manquait d'ailleurs des éléments, les élèves qui faisaient du handball là-dedans pouvaient trébucher et c'était un peu dangereux. En plus, le plafond de plâtre tombait par morceaux. Ils ont décidé d'arrêter leur cours pour faire tomber tout le plâtre. Et puis nettoyer
et rendre cette salle un peu plus appétissante, on va dire. Et en plus, un des collègues a installé le premier, ou un des tout premiers, murs d'escalade dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc il l'a installé de ses propres mains. Il a été démoli par la suite parce qu'il n'était pas normalisé. À l'époque, c'était un peu comme ça. Mais c'est un outil qui a servi, parce que je me souviens qu'un des élèves par la suite, mécanicien, suite à cette formation, on va dire, cet entraînement comme escaladeur, deviendra élagueur. Donc il a changé d'univers professionnel. Donc j'arrive à ce moment-là, et donc je vais aider ses collègues à nettoyer la salle, etc. Et avec eux, on va faire équipe au niveau du conseil d'administration. Puis je vous ai dit, militant syndical avec une petite équipe et l'arrivée de jeunes collègues, on va prendre toute notre place et on ne va pas seulement être présent au conseil d'administration, mais on aura préparé chaque séance et on aura concocté des projets pour l'établissement. Avec la philosophie suivante, qu'on a toujours commencé par mettre en pratique ce que nous proposions au lieu de se contenter de demander des moyens. Juste si on peut revenir un petit peu... Alors, j'allais préciser les conditions générales de l'établissement. C'est que non seulement l'établissement qui était un gros établissement, 2500 personnes formées en enseignement de jour, comme on disait, et en cours du soir, y compris cours le dimanche. Donc cet établissement, au fil des années 60-70, a vu partir d'abord son école primaire, élémentaire, la partie collège, première partie du collège, puis tout le collège, ensuite le bâtiment, qui est devenu le lycée Loucheur. Ensuite, ça a été les sections tertiaires qui sont parties à Jean Moulin. Et enfin, Jean Rostand en 1976, ici, resté dans Roubaix, et avec toute la partie lycée technique, comme on disait à l'époque, donc la partie professionnelle, collège d'enseignement technique devenu lycée d'enseignement professionnel, puis lycée professionnel, est resté ici, avec des sections un peu hétéroclites. Bon, il y avait par exemple CAP, dessin industriel. Alors on disait CAP, mais on les recrutait après la troisième, donc ils avaient plutôt un niveau BEP. Ils étaient relativement appréciés, mais l'évolution industrielle faisait que, dans les années 80, l'arrivée de l'ordinateur, on avait beaucoup moins besoin de dessinateurs industriels, parce qu'avec l'informatique, ça éliminait évidemment beaucoup d'emplois. Une autre filière intéressante de l'établissement, mais qui arrivait à sa fin aussi, c'était régleur de métier à tisser. Parce qu'un métier à tisser comprend une partie métallique, animée électriquement, pneumatiquement. Donc c'est une entité très complexe à régler. Et donc, avec ce savoir-là, ces jeunes gens arrivaient à négocier des emplois très intéressants dans d'autres univers, comme le pétrole ou je ne sais pas, parce que je n'étais pas là à ce moment-là. Mais c'était la fin d'une période. La mécanique auto avait un taux de pression élevé, remplissait très très facilement ces sections. Mais par contre, d'autres sections, comme l'ajustage, qui était une section qui n'avait plus d'utilité dans l'industrie, vu que les machines étaient de plus en plus précises. Et donc l'ajustage, la finition à la main ne s'imaginait plus, ne se faisait beaucoup moins. Donc on remplissait difficilement. Et il restait l'électronique, mais qui avait un certain intérêt. Mais le contexte général de l'établissement, le contexte général de la ville qui se désindustrialisait, etc. Et
aussi, n'oublions pas qu'en 80-81, avant de partir, Giscard d'Estaing et son ministre Bellac, me semble-t-il, à ce moment-là, mettent en place la concurrence entre les établissements par l'intermédiaire des projets, des premiers projets d'action éducative, etc. etc. Et donc, le lycée Turgot, qu'on commence à ne plus appeler que par son nom raccourci de Turgot, avec mépris, remplit difficilement ses classes, quoi. C'est tout le paradoxe aussi de l'établissement qui est apparu en 1889, puisque cette année il va fêter ses 140 ans, et finalement qui avait su se renouveler, évoluer, avoir son apogée les années 30, justement, avec plus de 2000 élèves formés. Mais finalement, dans les années 80, est-ce que ceux qui se sont regroupés, vous pensez que c'était justement avec ce lustre d'antan qui les a motivés? Ceux qui se sont regroupés, c'est-à-dire le collègue. Non, le comité de défense. Qui a empêché. Alors, pour parler du comité de défense, parce que je suis connu, parce que j'ai été très mal accueilli dans l'établissement, parce que j'étais réputé être celui qui allait faire fermer l'établissement. Donc il y avait un quiproquo complet entre les collègues qui étaient là, qui pour beaucoup étaient, pour un certain nombre, étaient des ouvriers qui par les cours du soir, ouvriers professionnels bien entendu, qui par les cours du soir avaient monté en niveau, avaient passé le concours, mais ils avaient gardé en tête, et c'est ce qu'ils avaient vécu aussi pour ceux qui avaient un CAP, ce qui se passait dans le temps. C'est-à-dire, parce qu'il y a une deuxième révolution en plus de la concurrence entre les établissements qui est arrivée, ce qui se passait du temps, j'allais dire, des corporations, c'est que au départ, mettons dans les classes ici, corporation c'est peut-être un peu loin, on recrutait une trentaine d'élèves. Bien. Deuxième année, comme il y avait de l'emploi, par ailleurs, il y avait une certaine évaporation. Donc en deuxième année, il n'y avait plus que 20 élèves. Et en terminale, une dizaine. Donc il y avait, on disait, c'était l'enseignement pyramidal. Et ce qui donnait, entre guillemets, un confort pédagogique. Avec les mêmes méthodes, on enseignait comme ça et on raffinait un petit peu. Le professeur de régleur de métier à tisser, par exemple, connaissait tous ses élèves. Mais personnellement, il allait dans les familles, il était reçu, il allait prendre le pot avec les parents. S'il faisait un P de travers, et tout de suite les parents étaient informés. Comme on n'utilisait pas le téléphone, il allait directement. Et cette évaporation, elle était au profit de l'emploi, les gens, Parce qu'il y avait de l'emploi. Mais un peu à la fois, nos élèves, enfin les élèves de l'époque ne trouvaient, enfin les jeunes de l'époque ne trouvaient plus d'emploi. Et à mon avis, ça a été un constat général. Et puis, on arrive, je crois que c'est cette année, on vient de décider que l'école c'est de 3 ans à 18 ans. Et je pense que, quelque part, le fait qu'il y ait beaucoup de chômage a contribué au fait aussi, à l'envers, qu'on ait dit aux enseignants, là, vous allez vous occuper de cette jeunesse. Et donc on a cylindré les effectifs. C'est-à-dire on prend 30 élèves au départ, on les garde à 30 jusqu'au bout, jusqu'à la fin du diplôme. Alors de but en blanc, pour ces collègues-là, ça n'a pas été simple, même impossible pour certains, de basculer d'un enseignement un peu élitiste par la force des choses, à un enseignement où on allait devoir s'occuper de chacun des élèves. Comme c'est passé dans les mœurs actuellement. Donc là, cette idée-là, elle est toujours centrée sur la fin des années 80 et le lycée qui a été sauvé, entre guillemets. Alors, donc, nous, on est parti de ce sursis qui a été obtenu, et donc, une des premières actions, alors c'est particulier parce qu'on a eu pendant quelques années un retour de classe type collège. Alors d'abord, c'était les 4e et 3e dites professionnelles, remplacées par les 4e et 3e
technologiques dont le but était de les remotiver à l'enseignement. À l'enseignement, pas forcément au lycée professionnel. C'est-à-dire que les remotiver pour qu'ils s'orientent après, y compris dans les lycées techniques ou lycées généraux éventuellement. On a même eu un élève, j'en parle après. Le problème, c'est que cette bascule-là, beaucoup de collègues ont eu des difficultés. Je l'illustre avec l'exemple suivant. Un élève intelligent, donc en troisième de ce type, technologique, voulait devenir médecin. Mais les collègues en conseil de classe disaient mais non, on va le garder. Ici, il va d'abord faire son BEP, et puis après, il verra ce qu'il va faire. Mais passer un BEP, je ne veux pas dire que ça empêche forcément de devenir médecin, mais il était en troisième, autant qu'il aille directement en seconde. Ce gars-là, qu'on allait barrer, et les professeurs d'enseignement professionnel étaient unanimes là-dessus, il fallait le garder, c'était un élève intelligent, et donc c'était du bon pain pour eux, quoi. Il fallait le garder, et ce n'est que la professeure de français, ma chère collègue dont j'ai parlé tout à l'heure, et la CPE, qui était une femme, donc beaucoup plus d'intelligence de la personne humaine, ont basculé son orientation. Et il est actuellement médecin. Et donc il y a eu beaucoup de résistance, mais forcément, parce qu'il venait d'un monde où le travail manuel était leur vie, et on basculait dans un autre monde. Et d'ailleurs, les collègues qui arrivaient, professeurs d'enseignement professionnel, étaient de plus en plus des jeunes ayant le brevet de technicien supérieur. Ils ne venaient pas du monde professionnel, mais déjà beaucoup plus du monde de la technologie, des outils, et par la suite le numérique, etc. Alors, donc, un des premiers projets qu'on a conçus avec cette équipe dont je parle, dont des jeunes enseignants, enseignement général, c'était remettre une classe en selle, avec le jeu de mots suivant, c'est que l'objectif c'était le vélo. Et c'était un collègue qui avait failli devenir professionnel du vélo, qui avait conçu ce projet. Alors ça a commencé 91, 92, 93, 94. Et là, au niveau des effectifs de l'établissement, on se situe à peu près à combien d'élèves? On était 500 peut-être, 500, encore 500. Mais on voit diminution. Oui, 500, un petit 500, petit 500, peut-être moins d'ailleurs. Parce que, en même temps, on a vu le retour de sections tertiaires. Mais j'en parle après. Donc, ici, cette action vélo, donc pendant toute l'année, on travaillait avec les classes technologiques, on travaillait sur le vélo, le déplacement, etc. Transport en commun, si vous voyez comme on était en avance, etc. Et on terminait l'année par une sortie vélo, ce qui ne manquait pas aux autres établissements du secteur de dire Turgot, c'est les vacances en permanence, mais bon, bref. Donc, on faisait un camping itinérant qui nous obligeait à démonter les tentes et les remonter chaque soir. Effort physique et un travail de coopération, etc., de soutien des uns des autres. Une expérience très, très forte et qui était couplée aussi parce que le collègue passionné de vélo était passionné de vidéo aussi. Et donc pendant quelques années, il a eu droit, enfin on a obtenu les moyens pour qu'il fasse un enseignement entre guillemets technologique, mais vidéo. Et donc la vidéo, c'est pas seulement prendre des images, c'est réfléchir sur le scénario, c'est trier après dans les images, faire les montages, etc. Donc c'était vraiment un travail très professionnalisant qu'il faisait. Et partant de ça, avec l'arrivée des classes tertiaires, mais on avait le lycée Jean Moulin qui avait une partie de ses classes
qui, au départ, je crois qu'au-dessus de nous, on aurait voulu que les titulaires de cet établissement transfèrent chez nous, et aucun n'est venu, et c'est des jeunes enseignants qui sont venus. Malheureusement, la greffe n'a pas vraiment pris, parce que la comptabilité et le secrétariat ont fini par nous quitter. En quelle année 95 par là, 95, 96, etc. Parce que, bon, on ne remplissait pas. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a aussi, donc il faut que j'insiste là-dessus, toute une période entre 85 et 95 où on travaille dans des conditions, on va le dire, abominables. Pas de toilette féminine digne de ce nom, pas d'isolation thermique, les salles de classe sont dans un état pas terrible. Et donc on a pris en main le foyer socio-éducatif. Comme j'ai dit, on a travaillé au niveau du conseil d'administration de manière assidue. On a eu des projets pédagogiques, mais en plus, on a dû, vis-à-vis de la ville de Roubaix, négocier une aide. Par exemple, pour ces projets vélos, c'est la ville de Roubaix qui nous a donné un véhicule et les moyens de réaliser ces projets. On a dû convaincre l'équipe municipale de l'époque à jouer la carte du lycée Turgot. Ce que l'on a obtenu. On est allé voir ensuite du côté de la région qui a été créée en 86 pour faire le même travail, vu que la région était propriétaire des lieux. Et donc, c'était à la région à décider de travaux, éventuellement. Et donc, peu à peu, on a obtenu, là aussi, un écho favorable. Et la plus grande difficulté, ça a été de convaincre du côté de rectorat d'académie, de l'inspection d'académie, que la carte Turgot valait le coup. Et avec les arguments suivants, le métro allait arriver, il est arrivé en 99, la rénovation du centre de ville, la Grand Place, tout l'environnement du centre embelli, l'arrivée de MacArthur Glen, qui était une grande affaire, puis celle de Géant Casino, etc. Donc tout ça a finalement convaincu qu'on pouvait tenter quelque chose. Et on a obtenu une réunion tripartite ou quadripartite, lycée Turgot, mais avec la ville, la région et l'académie, le rectorat d'académie, pour définir l'avenir de Turgot. Et donc, je ne me souviens plus trop des dates, 94, 95. Donc il a été décidé que l'établissement allait être rénové. Et donc c'est à ce moment-là que le proviseur adjoint du lycée d'Anzin, M. Bernard Blondeau, reçoit une lettre de mission pour venir gérer cette remise en état et remise sur pied de cet établissement et le lancer. Il va y rester 9 ans. Et donc là, tout est joué en quelque sorte, hein, parce que l'investissement est là. Je ne vais pas dire que sa tâche était facile, parce qu'il y avait quand même toute une situation à faire basculer dans un autre univers plus positif, etc. Mais son talent d'entraîneur de foot, hein, parce que d'abord un entraîneur de foot, de mobiliser des équipes, de meneur d'hommes, a fait que successivement toutes les équipes qui sont venues, et en particulier beaucoup de jeunes titulaires, comme je le disais, on a réussi à créer une certaine dynamique. Malheureusement, si je veux parler de la dernière tranche de 20 ans, des 140 ans de cet établissement, dès les années, début des années 2000, les ondes négatives sont là. Pourquoi ? La désindustrialisation
local, mais aussi global en France, voire en Europe, est toujours là. Et on est obligé de constater que la mécanique, nos sections mécaniques, même modernisées, avec les machines, outils à commande numérique, ne font plus recette. Par exemple, en Turquie, on achète des machines à commande numérique chez les mêmes fournisseurs, en général japonais ou coréens, mais ils font le même travail, mais pour beaucoup moins cher. Comme ça s'est passé dans la décennie ou les décennies précédentes dans le textile, la mécanique est touchée. Le textile disparaissant, en plus, sur Roubaix, on n'a plus besoin non plus de mécaniciens, ou beaucoup moins, etc. Donc, on a vu partir les dessinateurs industriels qui, eux aussi, s'étaient modernisés, entre guillemets, et utilisaient en dessin industriel l'ordinateur. Alors là, il y avait un deal qui était passé, on n'avait qu'une demi-section, grâce à un collègue, Jean-Louis de Caubec, qui avait lui fait cette mutation et qui avait adhéré à notre projet au tout début, ou pas tout au début, mais il l'avait accompagné. Donc, malgré cet effort, cette demi-section est partie à Villeneuve-d'Ascq, au lycée d'Ina de Ric. Je ne sais pas si elle existe encore actuellement. Et donc, les sections de secrétariat comptabilité qui étaient venues à un moment avaient disparu. La mécanique, DPI, définition de produits industriels, pour dire dessin assisté par ordinateur, avait disparu. On nous a donné une section qui était prometteuse, pilotage de systèmes de production automatisés, c'est-à-dire une section où on forme des gens qui vont régler des machines, qui vont prendre un produit et l'emballer, par exemple, et le plier et le trier par paquet de 10 ou de 12, etc. Puis faire un suremballage éventuellement. Donc ça pouvait être intéressant. Nos élèves trouvaient des stages. Mais malheureusement, là aussi, on aboutit, il faut bien le dire, à un échec, quoi, vu que l'établissement s'en est séparé en 1994, je crois. Et actuellement, c'est l'électricité qui pose problème, me dit-on. Et je pense que là, la torpeur roubaisienne est là. On est une ville qui s'est appauvrie en activité. On vient de décider, c'est dans l'air du temps, de consacrer 15 hectares de friches à une agriculture urbaine. Mais ces 15 hectares qui étaient à l'époque ou des habitations ou des activités industrielles. Donc on a eu une ville qui est passée à 200 000 habitants, me semble-t-il, entre 1900 et 1914. On n'en est plus qu'à 93 000 aujourd'hui, avec, on va le dire comme ça, beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité, beaucoup de chômage. On reste, me semble-t-il, à 80% de chômage dans certains quartiers. Et la ville peine, et forcément l'établissement aussi ici. Alors, lui plus que d'autres, mais oui, parce que en 85, on devait remplacer cet établissement par deux établissements. L'un à Waterloo, qui est devenu le lycée Savary, et l'autre qui devait être à 2 pas de chez moi d'ailleurs, à lycée Lannoy, et s'occuper de chaudronnerie. Mais la chaudronnerie a disparu, donc dans les lycées professionnels, on n'enseigne plus de chaudronnerie, les soudeurs ni chaudronniers. D'ailleurs, dans les entreprises, ça pose des problèmes parfois, de ne plus avoir des gens, des professionnels. Et le lycée Savary a emmené la mécanique auto qui garde, me semble-t-il, un taux de pression, comme on dit, c'est-à-dire un taux de demande de la part des jeunes qui sortent de troisième, important. Hein, c'est de l'ordre de 2 ou 3 demandes pour une place. Et la maintenance
a été ajouté, qui était aussi quelque chose de très qualifiant. Et donc ici, il ne restait qu'est-ce qu'il y a maintenant, la vente. Ce n'est pas une, je ne vais pas me faire des amis là, ça n'est pas une discipline tellement c'est un peu passe-partout, je veux dire. Des sections de vente, il y en a un peu partout. Si je prends le lycée voisin, Lavoisier, que je viens d'aller visiter ici lors de sa journée porte ouverte samedi dernier, on a des sections très spécialisées de services à la personne, cuisine, service. Et là, on est quelque part dans le professionnel pur. On ne peut pas multiplier des sections comme ça, quoi. Voilà. Donc il y a une certaine rareté, comme la mécanique auto, etc. Donc ici, et même l'électricité, c'est un peu passe-partout, quoi. On en a partout des sections comme ça. Donc une forte concurrence. Alors, donc je comprends que les collègues aient de la difficulté. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que justement, avec un lycée qui se démarque des autres par son expérience, 140 ans c'est pas rien, il a justement l'avantage par rapport aux autres. L'expérience de 140 ans n'existe pas. Les bâtiments ont 140 ans, mais c'est un monde qui est en perpétuelle évolution qu'un établissement scolaire. Il n'y a aucune commune mesure entre l'école primaire, élémentaire et supérieure de 1979, qui est créée pour donner à la ville, parce que c'est un établissement purement communal, municipal, à la création, en 1879, pour donner des embryons de cadre aux activités économiques, voire aux administrations, et l'établissement du XXIe siècle qu'on est aujourd'hui, parce que surtout un établissement professionnel, professionnalisant, il est en phase avec l'économie. Si l'économie a des problèmes, l'enseignement professionnel a des problèmes aussi. Et donc les aventures du lycée Turgot vont avec les aventures de la ville. Exemple. Un exemple un peu malheureux. Pendant la guerre 14, occupation de Roubaix pendant 4 ans. Au début de la guerre, le chef d'établissement, le directeur, donne à l'occupant la liste, les adresses des élèves. 131 élèves seront déportés pendant quelques mois. Ça va donner tellement des mois que du côté non occupé et du côté occupé, que les Allemands vont les relâcher au bout de quelques mois. Et en fait, ils étaient dans les Ardennes et non pas en Allemagne, mais c'était des jeunes qu'un chef d'établissement avait confié comme ça, finalement. Donc, ça, c'est en relation avec les événements du lieu. Après la guerre, en 1920, la municipalité veut faire du lycée Turgot, qui est déjà dans ses murs, mais qu'il n'y a pas les 2 ailes qui sont dans la rue du Collège, veut faire dans la ville une des plus belles écoles de France. Mais c'est qu'elle en a les moyens. Roubaix, avant la guerre 14, est une des villes les plus riches du monde. Elle a les moyens. Elle a encore les moyens juste après la guerre. Ces moyens vont diminuer. Après 79, révolution islamique en Iran. Donc il y a le problème de la centrale électrique que devait fabriquer la France, qui est remise en question. Or, cette industrie qui est établie à Roubaix et à Lannoy, lycée Lannoy, perd un marché important. L'établissement roubaisien va disparaître, n'existe plus. Et puis, cette industrie maintenant n'existe plus du tout. Donc on est toujours... Et donc les chaudronniers qui étaient fabriqués ici pouvaient trouver de l'emploi là-bas, par exemple.
Et si cette entreprise a disparu, c'est qu'il y en a plein d'autres qui ont disparu. On a beaucoup travaillé, avec des élèves en stage, etc., avec une usine qui était un peu plus haut dans la rue. RPI, Ressort Production Industrielle. Pourquoi était-elle là, cette entreprise, jusque dans la fin des années 90 ? Parce que le textile, un métier à tisser, une machine textile en moyenne, demande beaucoup de ressorts de différents types, soit boudin, soit qu'on étire, soit qu'on comprime, des ressorts qui sont des lames, des ressorts de torsion. Donc ils fabriquaient, ils s'étaient spécialisés dans des séries peu importantes, alors que d'autres entreprises roubaisiennes fabriquaient des ressorts par millions, le même. Donc eux, ils recevaient par Telex une commande qui venait du Maroc, par exemple, parce que beaucoup de la production industrielle est partie au Maroc. Ils le fabriquaient. Mais ils ne travaillaient plus avec le textile, vu que le textile n'existait plus. Un peu à la fois, j'imagine que peut-être au Maroc, où on s'approvisionne en Chine, où on a des ressortiers. Et donc, l'expérience que vous évoquez du lycée Turgot, non, ça n'a pas de sens. La preuve, au moment où j'arrive, la plupart des collègues d'atelier, comme on disait, les enseignants professionnels, avaient été formés dans un certain cadre qui représentait une industrie de main-d'œuvre. Et on bascule à une industrie beaucoup plus technologisée, beaucoup plus robotisée. Leur expérience ne sert plus. Alors si je devais passer à la suite, je dirais que peut-être, parce qu'on parle beaucoup, je continue à me renseigner un peu, j'entendais sur France Culture il y a 2 jours, je crois que c'était dimanche, que, je parlais du TGV, avec l'histoire de Siemens et Alstom, que au niveau de l'Union européenne, on refuse l'Union pour faire face au TGV chinois. Il faut savoir que le TGV chinois, c'est le TGV français. Mais au départ, les Chinois disent on vous l'achète, mais vous nous vendez la technologie et on le fabrique chez nous. Et j'entendais à l'époque, en France, dire une fois qu'on aura vendu ça, on inventera autre chose. Mais maintenant, un peu partout sur la planète, les gens sont capables de fabriquer le autre chose. Alors donc j'avais ça en tête, et là ce que j'apprends, c'est que oui, mais avec le TGV, il y a une autre partie très importante qu'on n'imagine pas trop quand on est dans le TGV, mais c'est toute la signalisation et la sécurisation électronique. Et ça, c'est Thales, autre entreprise française. Et ça, la technologie n'a pas été vendue. Donc, et l'idée dans l'émission, c'était de manière volontariste, quelque part, alors la question est en suspens, de redynamiser une industrie à créer de toutes pièces peut-être, de plus se satisfaire des petites PME qui travaillent sur la transformation, donc revenir à une certaine industrie. Alors c'est peut-être dans ce cadre-là qu'un jour, Turgot, le lycée Turgot, pourra retrouver une utilité, mais à condition que ces entreprises existent, que cette industrie, ces activités existent. Donc ça va au-delà de la dynamique que peuvent impulser le chef d'établissement. Et c'est là que je dis, moi, on est quelque part dans notre vie des cailloux sur le chemin. On est là, un peu dans un environnement et sous les différents éléments, les événements qui se passent. Mais il arrive un moment, on peut devenir sujet et regarder son environnement. Et puis un jour, peut-être, devenir acteur dans son environnement. On n'est plus des pierres posées là comme ça. On est acteur. Et qui plus est, et c'est ce qu'on a fait, c'est la démonstration qu'on a fait, et il y a encore plus beaucoup de témoins, il y en a 3-4 dans l'établissement, 4-5. C'est en équipe. Je vous l'ai dit, pour moi, la coopération, ça permet de faire face à tout. D'ailleurs, l'histoire de l'homme est l'histoire de
d'une coopération. Quand les hommes dans la savane ont commencé à chasser, et c'est comme ça qu'ils ont inventé le langage, un langage codé sans doute au départ, ils se sont mis à plusieurs. C'est pas tout. Et c'est à plusieurs qu'ils ont réussi à devenir cet être un peu malfaisant pour la planète actuellement. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc le collectif, plutôt que la concurrence. Ça, c'est mon message que je veux faire passer. Et donc justement, alors est-ce que pour revenir à la fois sur... et donc, oui, je continue, parce que je n'ai pas terminé mon idée. Et donc, ce que je dirais aux collègues ici, c'est ne plus pas se lamenter, c'est d'analyser, c'est de mettre ensemble les différents éléments du puzzle et puis de peut-être trouver des solutions. C'est en tout cas ce que inconsciemment j'ai fait, parce que c'était ma nature, parce que je suis... Enfin, attention, j'ai choisi de venir ici, parce que la section de mécaniciens avec qui je travaillais essentiellement au lycée Zola a été mutée ici. Alors, normalement, j'avais une collègue qui est moins d'ancienneté que moi. Logiquement, c'était à elle à venir à Turgot. Bon, comme ma chère et tendre était ici, d'une part, comme on virait, c'était vraiment virer les élèves mécaniciens, j'ai dit je les accompagne. Et donc, je suis arrivé ici volontairement. Je connaissais les lieux, mais je savais aussi les difficultés. On aurait pu aussi choisir de muter tout. Mais enfin bref, vu ma nature et les conditions qui se présentaient, ça a été un enchaînement. Mais parce qu'on s'est mobilisé et on a réfléchi, on a passé un week-end un jour, quelques-uns en Belgique, dans une auberge de jeunesse, à réfléchir. Un week-end, on a travaillé sur notre établissement. Et en 88, c'est la disparition de la chaudronnerie, et sur ces entrefaites aussi, on a fait une grève locale. Et pour la première fois, des gens de la vieille garde ont fait grève avec nous. Grève, attention, la grève qu'on faisait, ou les grèves qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on venait sur place, on s'organisait par ateliers sur les différents champs que représente l'établissement, c'est-à-dire l'immobilier, le pédagogique, l'administratif. Ce que j'oublie de dire, c'est que à un moment donné, des erreurs de gestion ont été faites dans l'établissement. Et donc, ça a mené au fait que pendant 6 années, les comptes financiers n'ont pas été établis. Ce qui veut dire que on ne pouvait pas savoir à la fin d'une année s'il restait de l'argent à ventiler ou pas. Parce qu'une autre source d'énergie, j'allais dire, c'était la taxe d'apprentissage. Bon, bref, tout ça était engranché. Mais comme les comptes n'étaient pas faits, on ne savait pas où. Pendant 6 ans, c'est à ce moment-là que j'arrive, 6 ans. Et donc, au mois de novembre, décembre, plus de craie, plus de papier. On faisait les Ronéo-alcool, parce qu'on n'était pas au siècle encore de la photocopie, comme on le fait maintenant, photocopie couleur, etc. Donc c'était machine à alcool, plus de papier, plus d'alcool. Chez moi, on avait notre machine à alcool. On a investi pour notre métier, comme on a eu très tôt notre ordinateur, imprimante, etc. On avait un CDI chez nous, etc. Enfin, un engagement personnel. Et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, il faut se mobiliser quelque part. Parce que se plaindre. Mais il faut mieux partir à ce moment-là. Il faut des équipes jeunes. Est-ce qu'on peut avoir une usure qui soit trop importante? Alors, partir si alors c'est vrai que Michel et moi, on a fait partie peut-être des rares. Il en existait d'autres dans des collèges, ici sur Roubaix, ayant une certaine bouteille, une certaine ancienneté, à rester sur poste, alors que ça n'était pas facile du tout. Et on paye maintenant par la santé. Ma chère étant n'est plus trop en forme. Moi, j'ai perdu mes 2 oreilles, baisse d'audition brutalement un matin.
et plus d'autres problèmes, acouphènes, perte d'équilibre, etc. C'est vrai qu'on a payé de notre santé. Mais ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Il fallait choisir. On n'a pas vraiment choisi. On a suivi notre voie. Et puis voilà, quoi. Puis voilà. En termes de bilan, alors un peu à la fois personnel, professionnel et plus général, au niveau de l'enseignement que vous avez prodigué et du type de public, qu'est-ce que vous avez vu évoluer? Et puis après, d'une manière générale, les 20 dernières années, justement, puisqu'on l'a évoqué, de Turgot. Alors là aussi, tout évolue. Tout évolue. Exemple, la dernière année d'exercice. Je suis malentendant, appareillé. D'accord ? Je l'ai été en 96. On est en 2006, ça fait 10 ans. J'étais présent au conseil d'administration. Ça veut dire quoi? Y compris en classe. C'est-à-dire que si quelqu'un parle, je suis obligé d'aller lire sur ses lèvres ce qu'il dit. Donc j'avais une certaine expertise. Mais quelqu'un qui me tourne le dos, je peux difficilement comprendre. Et là, je vois arriver une classe de seconde, un lundi matin, auquel je les accueille, auquel je leur dis, vous savez, je suis malentendant, comme je le faisais tous les ans, depuis une dizaine d'années. Bon, donc si vous voulez parler, attendez que je vous ai dans le collimateur, en quelque sorte, je vous regarde. Et je me tourne pour noter la date. Et à ce moment-là, une bonne partie de la classe commence à taper sur les tables, à pousser des cris, des hurlements. J'avais jamais vu ça. Le mardi, le lendemain, il y avait une classe parallèle. J'avais les A, les B. Et je leur tiens le même discours, même réaction. Et à mon avis, ils ne s'étaient pas mis au courant, je ne pense pas. Mais c'était la même réaction. Donc on avait un changement de paradigme et un changement de mentalité. Ça venait de quoi? C'était la réforme du CPE. Alors, je ne sais plus ce que voulait dire CPE. Enfin bref, il y a eu des manifestations à ce sujet. C'est le contrat de première embauche. Peut-être. Je ne me souviens plus du tout. Mais il y avait eu beaucoup de mouvements, y compris dans les collèges. Et donc, on assiste là, et j'en ai eu la teneur en direct, à une révolution dans la mentalité des jeunes qui ne croient plus dans l'école. Parce que les diplômes, et ça remonte déjà à quelques années, les diplômes ne mènent plus à grand-chose. J'ai un fils qui, au final, a eu un doctorat. Le doctorat en France n'est pas bien vu. Les écoles d'ingénieurs, oui, financées par l'État d'ailleurs, même si elles sont entre guillemets privées, mais les doctorats sont mal vus, alors que ce sont des gens qui ont des qualités certaines. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, quelqu'un qui est docteur, quelqu'un qui est respectable et qu'on envie quoi, un petit peu, puis qu'on emploie. Enfin bref, donc tout est transformé, la mentalité des jeunes s'est transformée. Alors c'est difficile de dire, et pour ça il faut toujours être à l'écoute, non seulement du temps qui passe, ce qui se passe dans l'industrie, l'activité économique, mais aussi les jeunes. Alors maintenant, de ce côté-là, le seul événement positif que je vois, c'est cette mobilisation pour le climat, qui nous vient de Suède et par la Belgique. Mais bon, le temps que ça arrive ici, ça ne va pas être évident. Je prends une autre comparaison pour montrer les décalages. J'ai vu un document sur Coco Chanel ici, qui montre sa vie. Et c'est elle qui, pendant la guerre 14, lance une mode de se débarrasser des corsets qui enserrent les femmes pour avoir une taille mince. Eh bien, ma maman, après la guerre 39-45, portait encore un corset. Comme quoi, il y a un décalage entre la libération, bon, je prends cet exemple-là parce que je l'ai vu il y a peu de temps, et ma chère et tendre, quand elle était toute enfant,
on lui a payé un corset aussi. Comme quoi il y a un décalage qui s'effectue. Alors ici, au lycée professionnel, cette prise de conscience de l'environnement, je ne sais pas si elle va arriver, si c'est par cette voie-là qu'il faut trouver des voies professionnelles, mais sans doute qu'il y a à chercher des choses. Mais justement, vous, avec ces élèves-là de 2006 et ceux qui les précédaient, quelles sont les conclusions auxquelles vous y arrivez Alors, pour dire que c'est multiple et varié, c'était le moment en 2006 où, depuis 2003, à la demande d'un collègue d'électricité, d'un collègue de lettres, on avait mis sur pied des projets de coopération, on peut dire comme ça, avec une association de migrants, enfin de résidents maliens, qui, par intermédiaire, nous avaient demandé de l'aide en matière d'électricité. Et donc, avec une équipe de Bac Pro, on était allé installer des capteurs solaires dans leur village, et en pleine brousse, à 600 km de Bamako, donc c'est pas le plus simple qu'on avait choisi. Et sur le chantier, on avait pris des jeunes Maliens pour les initier à l'électricité. L'un d'entre eux, le tout premier, est devenu artisan électricien. Donc on a fait un transfert de technologie. C'est une de nos plus belles réussites. Alors par rapport à ces élèves de seconde, dont la mentalité avait changé, le bug qui s'est passé, c'est que la dernière année, j'étais en demi-poste. J'ai décéléré, c'était possible à ce moment-là, décélérer la dernière année. Au lieu d'avoir 18 heures de cours, je n'avais plus que 9 heures. Ce qui fait qu'enseignant le matin, je ne suis pas revenu l'après-midi, je n'avais pas cours. J'aurais dû aller les trouver avec le cours, avec le professeur qu'ils avaient à ce moment-là, tout de suite, en début d'après-midi, et puis avoir une explication. Je ne l'ai pas fait, je l'ai payé toute l'année. Donc, comme quoi il faut vraiment toujours être, en enseignant, il faut toujours être prompt à la détente et pas se fier aux habitudes et à nos propres habitudes, au schéma, tout fait, quoi. Carrément le type de public qui a évolué, les conditions dans lesquelles ils accèdent ou ils viennent. Alors ce que l'on a vécu dans l'établissement, je crois que ça s'est généralisé maintenant un peu partout. Et on apostrophe un professeur, etc. Parce que le savoir, et actuellement c'est la mosaïque qui compte, qui joue, c'est le zapping et la difficulté de concentration et d'attention. C'est donc peut-être ce qu'il faut retravailler. Une idée que j'ai depuis un moment donné, c'est qu'il faudrait, ça c'est dans les collèges, revenir à la pratique manuelle, même à l'école primaire, avoir une activité jardinage, je pense au primaire, au collège, activité manuelle, savoir coudre, bricoler, réparer. Ça, à la place de la technologie, c'est-à-dire être sur des écrans à longueur de journée, revenir au concret et à la matière. Et alors, je ne sais pas ce que ça donne du côté lycée professionnel, parce que je ne suis plus dedans, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Ça ne serait pas simple de retrouver des filières professionnelles à remettre, par exemple, dans cet établissement. Bon, si je veux rester à cet établissement. Mais je crois qu'il faut revenir à des choses plus concrètes et porteuses à venir. Bon, je ne vais pas dire qu'on va faire du jardinage ici. Si on fait 15 hectares de maraîchage ici sur Roubaix, bon, peut-être que c'est une voie d'avenir. Le maraîchage urbain, la production alimentaire urbaine, bon, peut-être que ça peut déboucher sur des métiers aussi. Bon, alors ici, est-ce que ça conviendrait ? Il y a des jardins populaires, il me semble. Les écoles sont associées. On en a quand même un début ici avec l'apiculture qu'on fait sur une toiture depuis quelques années grâce à Bruno Cossard qui vient de nous quitter
à l'U1, je crois. Mais apparemment, pour le coup, les élèves ont réalisé une nouvelle étiquette, mais ne participent pas ni à la récolte, ni à l'entretien des grues. Voilà, mais c'est à part, c'est une activité à part. C'est quelque chose auquel on pourrait à part. Associer, mais quelque part, la difficulté qu'ont les abeilles à vivre, ça interpelle aussi quelque part. Donc il y a toute une réflexion qui doit s'agencer. Ceci dit, ce matin, je lis l'initiative de Laurent Berger et de Nicolas Hulot dans Le Monde, qui ouvre quand même, quelles que soient les personnes, leurs univers politiques, éthiques, etc., ça interpelle quand même drôlement. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc il faut que globalement, je pense aux collègues ici même, devraient aussi se mettre à réfléchir, quoi, voilà. Et donc là, si pour revenir, en plus le temps passe vite. Au niveau de l'enseignement, justement, de cette année, une expérience de classe coopérative au niveau d'une seconde bac pro commerce. Vous aviez cette expérience-là et cette connaissance-là durant vos années à Turgot. Qu'est-ce que vous avez pu faire qui correspondait à ça ou qui s'en approchait? Personnellement, je n'ai pas abordé la classe coopérative parce que l'expérience dont il est question, c'est un cours de vente. Donc la collègue a les élèves assez longtemps, en temps. Tandis que nous, on avait 2 à 3 heures les élèves, et donc c'était difficile. Et mon investissement a plutôt été sur le plan de l'établissement globalement et la coopération au niveau des enseignants, des enseignants et non enseignants d'ailleurs, plutôt que dans mes classes. Dans mes classes, j'ai eu un travail relativement classique, relativement, encore que j'ai enseigné l'économie-gestion, parce que je suis diplômé en IUT, DUT chimie et DUT gestion d'administration et d'entreprise, ils m'ont servi tous les deux, et donc j'étais enseignant en économie-gestion, et donc j'avais là différencié l'enseignement. Il n'y avait pas de cours. Les élèves allaient prendre des dossiers que j'avais constitués au fil du temps et allaient travailler sur un dossier. D'ailleurs, un de mes élèves qui est passé en BTS, qui était en définition de produits industriels, donc dessin industriel assisté par ordinateur, à Colbert, au lycée Colbert de Tourcoing. Un jour, il a dit à Michel, donc ma chère et tendre, vous direz à M. Houzé que j'étais premier, j'ai eu 14. Et le travail sur dossier, ça m'a beaucoup aidé, quoi, par rapport aux autres, quoi, à qui on enseigne des trucs qui font passer le temps peut-être, mais l'élève n'est pas acteur. J'ai essayé de transformer mes élèves en acteurs parfois. C'est pas facile quand on enseigne des sciences à différencier, parce qu'il faut 1001 matériels. J'ai eu cette possibilité-là à Waterloo, où les élèves choisissaient un dossier en sciences. Comme j'avais un préparateur, ils préparaient le matériel, et donc ils travaillaient par 2, donc j'avais 6 manips différentes. Il fallait que je les conçoive à l'avance, etc., etc. Mais j'ai travaillé plutôt au niveau, je le disais, des collègues plutôt qu'au niveau des élèves dans le cadre de mes activités professionnelles. Voilà. Mais après, est-ce que ça, justement... Mais c'est difficile de faire une conclusion. Faire une conclusion parce qu'on est dans un monde qui vit, qui bouge. C'est ça, la jeunesse dont on s'occupe. Il faut que les collègues ici soient dans le monde réel et pas se plaindre, essayer d'analyser ce qui se passe. Prendre du temps pour analyser. Mais il faut en avoir la volonté. Je regrette beaucoup, d'ailleurs, que la collègue qui se lance dans la classe coopérative, que j'ai contacté d'ailleurs, parce que je l'ai appris, ne m'ait pas donné un grand retour. Mais bon, je suis passé de mode. On est un senior, on est retraité, on n'a peut-être plus grand-chose
à dire. Comme, Mais je n'en conçois aucune acrimonie, rien du tout. Voilà. Et donc, quelles sont les perspectives que vous voyez pour l'établissement qui, donc, comme on l'a déjà évoqué, le 28 mars les perspectives de l'établissement, je pense que si les collègues ne prennent pas de recul, ne se contentent du train-train quotidien, on va décider à leur place de l'avenir, comme ça se passe tout le temps. Hein. Si on ne s'occupe pas de son avenir, c'est l'environnement qui s'en occupe. Alors c'est tout. Hein. Bon, là. Vous êtes assez pessimiste ou... Non, je suis réaliste. Voilà. Mais je veux bien participer à cette réflexion éventuellement. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc c'est... Pour les aider à prendre du recul, mais je n'en sens pas le début du commencement du tout. Je n'ai pas entendu parler. Je ne me tiens pas non plus au courant de tout ce qui se passe dans l'établissement non plus au jour le jour. Je vais participer ici à la journée porte ouverte. Pourquoi d'ailleurs je vais faire un petit exposé sur l'histoire de l'établissement. Je terminerai par là. C'est par là que je vais commencer ma petite conférence. Turgot, c'est Roubaix. Et Roubaix, c'est Turgot. Ah, oui, mais les mots d'un maire. André Diligent, qui s'exprimait ainsi, maire réputé de la ville de Roubaix, ne pensait pas au lycée Turgot. Il pensait au ministre de Louis XVI qui accorde à la ville de Roubaix le droit de produire les textiles qu'elle veut. Donc c'était une révolution pour Roubaix. Et donc l'attachement à ce nom de Turgot fera que le nom de ce ministre va être donné à l'établissement. Alors Turgot, ça a été Roubaix. Est-ce que ça l'est encore ? Difficile, parce que le textile n'est plus là. Et l'histoire est passée, quoi. Donc, alors, ce que je veux dire quand même, c'est que on a quand même un bel outil. Ça, nous avons été un certain nombre à faire en sorte que cet établissement soit réhabilité. On a un très bel outil. Ça peut devenir un lieu d'accueil de l'enseignement supérieur. Peut-être. J'en sais rien. Vous voyez, derrière vous ici, il y a un appareillage qui est là, celui-là en particulier. Normalement, on devait, à un moment donné, avec la 5 de Jean-Marie Cavada, participer à des expériences par les paraboles, on devait communiquer, etc. Ça a été un investissement assez coûteux, hein, en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça n'a jamais servi. Mais il y a des idées qui peuvent on peut évoluer, hein, faire autre chose. Mais rester qu'avec la vente, avec un embryon d'électricité, la formation de gardien de la paix, ça me semble peu, quoi. Ça me semble peu comme moyen de faire vivre cet établissement, quoi. Et alors, le danger, c'est que si on baisse en effectif, comme les personnels, et en particulier les personnels de service, sont proportionnels, toute proportion gardée au nombre d'élèves, il arrive un moment, le nombre est tellement faible que ça ne suffit plus à maintenir l'établissement en propreté. C'est ça le danger. Comme quand je suis arrivé, 85% du budget, ou non, c'était au moment où c'était le charbon, après ça a diminué un peu, c'était le charbon, 85% du budget passait dans le chauffage. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Et c'est ça qui, pendant quelques années, a plombé l'établissement. Ben oui. À une certaine époque, le charbon coûtait pas cher, le chauffage, mais c'était chauffé à 60-70 degrés. On ne pouvait pas mettre les mains sur les tuyauteries. Et donc, l'énergie qui est partie
rien. Pendant ce temps-là, l'établissement s'est déphasé. Et ici, c'est un peu pareil, quoi, aussi. Et donc, que ce soit vous, votre femme, tout ce temps passé, cette énergie dépensée, et au détriment de votre santé à terme, qu'est-ce que vous avez... Ça valait la peine, Ça vaut toujours la peine de s'occuper des jeunes. On s'est occupé des jeunes qui étaient là. Et alors c'est ça le drame de l'éducation nationale, de la formation partout sur la planète. Les jeunes passent, mais ils nous donnent rarement des retours de ce qu'ils sont devenus. Quand ça ne marche pas, c'est de la faute du prof. Quand ça ne marche pas, c'est de la faute du recteur, c'est de la faute du ministre de l'Éducation nationale. Mais quand ça marche, c'est grâce à l'élève lui-même. Donc, on oublie un peu les profs qu'on a eus quelque part. On ne va pas passer du temps à aller les remercier, mais ça fait partie du jeu. Ceci dit, je reste enseignant, j'enseigne le Qigong, gymnastique chinoise de santé, et je reste enseignant, et je ne suis pas du tout amer par rapport au passé, du tout. Et mon job, entre guillemets, c'est de vivre pleinement les moments que je vis avec mes élèves en Qigong, comme je l'ai fait en Algérie, comme je l'ai fait tout le temps, ou quand j'étais mono de centre aéré, des choses comme ça. Voilà, ceci dit, il doit être l'heure, non ? Et en fait, juste un peu avant de conclure, est-ce que vous auriez, que ce soit pour des idées ou des conseils que vous aimeriez... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des conseils, mais chacun a sa nature. Mon trajet, ma trajectoire plutôt, c'était celle d'un animateur. Dès l'âge de 11 ans, avec des copains, on crée un embryon de maison de jeunes. On crée une association, etc. Et c'est toute ma trajectoire. Je me suis retrouvé ici, j'ai été animateur. Si il n'y a pas une équipe qui prend en charge sa destinée, qui se prend d'amour pour cet établissement, il ne va rien se passer. Je vous dis, c'est de l'extérieur qu'à ce moment-là viendront les solutions. Il n'est pas dit que tel équipement, je pense à cet établissement, il reste lycée professionnel. Il a été école, cet établissement, pas situé ici, il a été école primaire supérieure, école pratique de commerce et d'industrie, lycée technique après la guerre. C'est devenu plus qu'un collège d'enseignement technique, revalorisé lycée d'enseignement professionnel, lycée professionnel. Ça peut devenir un IUT, ça peut devenir autre chose. Pour moi, écologiste, quelque part, c'est que cet investissement serve. Et serve au mieux. Alors après, c'est à la communauté des hommes, en quelque sorte, des responsables politiques, économiques, à faire de cet outil ce qu'il y a de mieux. Si les gens ici s'en occupent pas, c'est d'autres qui s'en occupent. C'est tout. Un dernier petit conseil peut-être pour les élèves qui passent par ici. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Alors c'est difficile, c'est un message de vieux prof, c'est de faire confiance. Et alors ce que je dis, ça n'a pas beaucoup de poids actuellement. Bon, les diplômes, un diplôme, ça sert plus. Moi, je dirais, ça sert toujours. Il faut bosser, il faut en vouloir. Mais quelque part ici, on a beaucoup travaillé sur l'estime de soi avec le personnel médico-social. Ici, à un moment donné, les photos qui sont dans l'établissement ici montrent aussi qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'image de soi. Et ça aide peut-être que c'est peut-être quelque chose sur lequel les collègues devraient travailler. Mais c'est pas ça. Mais j'aime pas trop donner de leçons. Je veux bien participer à quelque chose, à une réflexion. J'ai toujours été acteur, pas dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, etc. Voilà, mais dire qu'est-ce que vous pensez d'eux, j'analyse, et puis là, ensemble, on émet des idées et on décide. C'est comme ça que je vois les choses, mais des leçons, des conseils,
participer à la manif du 15 après-midi. Bah, parfait, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Vive la biodiversité. Excellent. Merci beaucoup.